Voisin de cette nécessité du questionnaire, plaçons la condamnation du travail inutile, sans intérêt pour la compréhension de toute évolution. Déjà, dans son premier ouvrage sur l'Île-de-France, lorsqu'il appréciait les historiens de cette région, on ne pouvait noter ce souci de bien marquer la différence entre le travail utile et celui qui ne représente qu'une perte de temps et d'argent. Ce n'est pas parce que tout peut être objet de l'histoire qu'on peut s'intéresser à n'importe quoi et faire des recherches sur un sujet. Je ne crois pas que ce serait exactement dans ces termes que mon père l'aurait dit. Il faut voir là une traduction aussi libre que tout à l'heure, ou une interprétation. Beaucoup d'exemples me viennent à l'esprit, mais je ne veux en citer aucun, car je ne me sens pas qualifié pour le faire, mais cette grande règle de ne pas gaspiller son temps à écrire des ouvrages qui n'ont aucune utilité, devrait toujours être invoquée lorsqu'il s'agit de choisir un sujet. Il me semble que beaucoup de jeunes historiens n'ont pas respecté cette recommandation et ils choisissent de traiter une question qui n'a d'intérêt que pour elle-même et qui n'aide en rien à comprendre le passé ou les liens entre le présent et le passé. Très proche de cette notion de travail utile est celle du travail mal fait. On en trouvera un exemple éloquent dans le compte-rendu publié dans les Annales en 1937, Apologie pour le travail utile, à propos de 2 livres sur Saint-Denis. Je ne sais pas si ce point entre exactement dans le cadre des méthodes de l'histoire, c'est plutôt un préalable. Marc Bloch a toujours prôné l'interdisciplinarité. En 1929, au moment de la fondation des Annales, voici ce qu'on lit dans le manifeste de la Nouvelle Revue. Il est essentiel d'amener entre 2 catégories de chercheurs que préoccupent les mêmes problèmes un rapprochement des échanges et finalement une collaboration permanente et féconde, à voisiner les uns avec les autres, à travailler ensemble. Ces hommes ont toujours, tous, quelque chose à gagner. Établir ce rapprochement, unir au lieu de diviser, tel est le but, telle est l'ambition des annales d'histoire économique et sociale. Il souhaitait, et pour sa part, il y a toujours eu recours, que les historiens exercent à plein 2 méthodes. La méthode régressive et la méthode comparative. Lorsque j'ai communiqué mon papier à un ami, il m'a fait observer que je n'avais pas dit un mot de l'histoire totale, qui est devenue histoire globale, certains ayant reproché à Marc Bloch que la première expression avait une apparence d'exhaustivité et l'intention prêtée, je crois à tort, d'exiger de l'historien qu'il possède une connaissance de l'histoire mondiale et de tous les aspects de l'histoire. Mais je laisse le soin à d'autres de discuter de ce principe qui, il est vrai, domine toute la conception
qu'on peut avoir de l'histoire en général. Et je dois dire qu'en lisant le programme de ce colloque ou congrès, il y a de nombreux intervenants qui vous parleront de ce problème capital. Donc, pour ma part, j'ai terminé sur ce point. La méthode régressive. L'exposé le plus clair de la méthode régressive et de sa pratique se trouve dans l'introduction des caractères originaux de l'histoire rurale française. Évoquant Fustel de Coulanges qui pratiquait la méthode inverse, il écrit « Ou du moins, il ne pratiquait la méthode inverse qu'inconsciemment. Et parce que, bon gré mal gré, elle finit toujours par s'imposer en quelque manière à l'historien. N'est-il pas inévitable que, à l'ordinaire, les faits les plus reculés soient en même temps les plus obscurs? Et comment échapper la nécessité d'aller du mieux au moins bien connu? Lorsque Fustel cherchait les racines lointaines du régime dit féodal, il fallait bien qu'il eût dans l'esprit une image, au moins provisoire, de ces institutions au moment de leur plein épanouissement. Et l'on est en droit de se demander s'il n'eût pas mieux fait, avant de s'enfoncer dans le mystère des débuts, de préciser les traits du dessin achevé. L'historien est toujours esclave de ses documents. Plus que tous autres, ceux qui se vouent aux études agraires, sous peine de ne pouvoir épeler le grimoire du passé, il leur faut le plus souvent lire l'histoire à rebours. Et sur la pratique, il continue, au proche passé, la méthode régressive sainement pratiquée ne demande pas une photographie qu'il suffirait encore ensuite de projeter toujours pareille à elle-même pour obtenir l'image figée d'âge de plus en plus lointain. Ce qu'elle prétend saisir, c'est la dernière pellicule d'un film qu'elle s'efforcera ensuite de dérouler à reculons, résignée à